Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, c'est même les Congolais de X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie ya mboka ya bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet et zongisie na Congo, bisika asala musala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan de la frontière, sur le plan de la MIPP, à garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Bonjour à tous, messieurs, dames. Bienvenue sur votre chaîne EDMTP officielle. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo et Zalimbo Canabiso. Il est toujours évident, toujours important, il y a qu'à réfléchir sur des questions importantes et qu'à développer la République démocratique du Congo. Pourquoi la RDC n'est pas en train d'être développée et qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, que nous soyons dans un blocage qui fait en sorte que pendant que certaines nations basent pour avancer, il y a des questions qui se posent par plusieurs personnes et qui se disent, est-ce que le président Félix Tshisekedi est réellement l'homme que nous attendions pour que le Congo aille de l'avant, ou il faudrait après 2023 ou lors des élections de 2023 choisir quelqu'un d'autre qui pourrait, n'est-ce pas, améliorer les conditions de Congolais et également construire un pays émergent. Ça, c'est une des questions que plusieurs Congolais se posent. Mais pour en parler, messieurs, dames, je ne suis pas seul. Je suis avec un invité qui s'appelle monsieur Patrice Tshisekedi. Je vous rappelle encore une fois de plus, Patrice Tshisekedi. Avec lui, Tokobeta Masolo Nyonsowana. Et pourquoi nous allons essayer de discuter sur ça? Puisque il s'avérait que, selon certaines personnes, entourage à Kabila et ça que Kabila a avancé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le président Félix Tshisekedi soit toujours, entre guillemets, avec ceux-là de la famille politique de M. Kabila? Et c'est pourquoi il y a des retombées qui font en sorte que les choses ne marchent pas, des retombées à Mandege et à Mabé. Avec Patrice Tshisekedi, on va essayer d'en discuter. Et également, il évoque le principe, ou je vais l'appeler ainsi, du renouvellement de la classe politique. Mais nous allons renouveler la classe politique. Comment le faire? Je crois qu'avec lui, il va nous donner plus d'éléments afin que tout comprenne. Restez avec nous, monsieur, jusqu'à la fin. Je vous dis, j'ai reçu monsieur Patrice Tshisekedi. Yomoroyoki Nasuka Tshisekedi. Alors, Zalawana, Hollanda, du début jusqu'à la fin de nos échanges. Monsieur Patrice Tshisekedi, bonjour. Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous êtes coordonnateur d'une structure là. Oui, je suis le coordonnateur national du mouvement des bâtisseurs du Congo. Oui, mouvement des bâtisseurs du Congo. Mouvement des bâtisseurs du Congo. C'est un mouvement que nous sommes dans la commune de Kassavoubou. Commune de Kassavoubou. Précisément sur l'avenue Yaouma, direction Chabon numéro 35. C'est là où nous avons d'abord mis notre siège national du mouvement des bâtisseurs du Congo. C'est un ASBEL. ASBEL, mouvement des bâtisseurs du Congo. Pourquoi réfléchir à Combo Moussouté? Vous avez choisi, vous, hein, bâtisseur du Congo. Ça signifie quoi exactement? Le fait, votre leitmotiv, hein, ou votre source qui a permis à ce que vous créiez ou que vous imaginez mettre un nom comme le bâtisseur du Congo? Nous avons pensé, ensemble avec notre équipe de membres fondateurs, à ces mouvements des bâtisseurs suite à plusieurs réflexions. Okay. Première réflexion, c'est partant de l'État colonial, de 1885 au 29 juin 1959. Vous allez voir que l'État colonial nous a colonisé plus ou moins 75 ans. Plus ou moins 75 ans, si j'ai une bonne mémoire. Pendant ces 75 ans, ils sont venus chez nous, ils ont exploité la matière partout en République démocratique du Congo. Mais, à un certain moment, il y a un Lumumba qui s'élève pour réclamer l'indépendance. Et quand Patrice Emery Lumumba réclame l'indépendance,
ça saute un peu dans notre esprit. Si les Belges ont fait quelque chose de bien en République démocratique du Congo, pourquoi Patrice Emery et le monde pouvaient demander l'indépendance? C'est-à-dire quand nous avons évolué, nous avons 75 ans de l'État colonial par rapport à l'état d'avancement de l'État belge et l'état d'avancement de la République démocratique du Congo. Il n'y avait aucune comparaison. Il n'y avait pas de comparaison. On peut mettre que non. Tout ça, qui est trois, récite Très bien. Alors c'est pourquoi le monde demande l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça, c'est notre réflexion. Maintenant, en commençant de 1960, le 30 juin 1960 jusqu'au 30 juin 2022, on vient de totaliser 62 ans. Évidemment. Alors, pendant ces 62 ans, on réfléchit, nous sommes jeunes. Nous sommes nés en République démocratique du Congo. On a fait nos études primaires, secondaires, universitaires en République démocratique du Congo. Et Dieu nous a fait une grâce de parcourir au moins quelques bonnes provinces de la République démocratique du Congo. On a eu l'idée générale de l'état d'avancement des provinces. Vous avez fait les diagnostics Les diagnostics en parcourant quelques provinces de la République démocratique du Congo. Alors, on se pose des questions. 62 ans de l'indépendance, on se dit le Congo est indépendant. Alors, pendant ces 62 ans, quelles sont les réalisations de nous en tant que Congolais qui peuvent montrer que nous sommes un pays indépendant? Rien. Rien. Rien pendant 62 ans. L'évaluation vous prouve réellement qu'il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancement. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Très bien. Je vous dis sur tous les plans, parce que vous allez vous rendre compte que quand on observe les mêmes routes que l'État colonial nous a laissées, ce sont les mêmes routes que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien construit. Je vous dis en franche vérité. Et même si on dit que nous avons construit, c'est que nous-mêmes on a construit. À quelle durée de vie? Vous allez voir que ce que nous-mêmes on a construit, on donne une durée de 5 ans, 3 ans. Après 3 ans, les choses que nous-mêmes on a construites, ça s'est détruit. Alors, il n'y a rien que nous avons fait dans ces pays pendant 72 ans. Si nous allons même calculer sur le plan les nombres des minéraux exploités dans toutes les provinces où il y a nos richesses, on calcule ça, on fait la moyenne par rapport à la construction de la République démocratique du Congo. Papa journaliste, je vous dirais que rien. Donc, par rapport à nos ressources naturelles, par rapport à tout ce que nous avons fait pendant 62 ans, si l'exploitation de ces ressources naturelles, je parle de l'or, du cuivre, du pétrole et tout ce que nous avons, et que l'on avait affecté l'argent comme il se doit dans la construction des routes, hein, comme il s'était vrai, les choses pouvaient aller mieux. Oui. Mais selon votre statistique, les 62 ans passés, on a plus exploité, mais on n'a rien construit. Et même des choses qui ont été faites n'ont pas une durée de vie durable. Durable. Ça veut dire que rien du tout. Rien du tout pendant 62 ans. Parce que et maintenant, quand on a observé ça, alors il y a quelque chose qui attire encore notre esprit. C'est quoi? Vous allez voir que la même classe politique, parce que quand nous réfléchissons, les intellectuels, nous avons. Nous avons des intellectuels. Nous avons des intellectuels. Dans ces pays. Dans ces pays. Parce que moi, je suis enseigné par des professeurs congolais qui m'ont appris la matière, en commençant par l'humanité jusqu'à l'université. Je suis licencié en psychologie du travail. Je suis encadré par des bons professeurs à l'université de Lubumbashi. Très bien. J'ai la matière, j'ai la connaissance, et ce que je fais, ce sont mes professeurs. Mais ces professeurs-là ne manquent jamais. On a des ingénieurs qui ont terminé, qualifiés, qui peuvent expérimenter, qui peuvent même vous donner des expériences. Nous avons des géologues, nous avons des personnels scientifiques, des juristes, des économistes, des bons médecins. Des bons médecins. Scientifiquement parlant, oui. On a des bonnes... La richesse humaine. La richesse humaine est là. Qu'on appelle ça le capital humain. Le capital humain Très bien. est là. Très bien. Maintenant, vous allez voir que ce qui fait freiner ce capital humain, c'est la classe politique. Très bien. Dans quel sens? Maintenant, quand nous sommes assis avec notre collège des fondateurs, on se pose la question, qu'est-ce qui pose problème pour que le Congo ne se développe pas? Parce qu'il y a des choses. Il y a l'exode rural, il y a ceux qui quittent dans des provinces où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas l'employabilité.
ils se dirigent vers d'autres provinces où ils peuvent trouver. Non seulement qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. L'industrialisation, ça n'existe même pas. Il n'y en a même pas. Très bien. Alors les gens commencent à se déplacer. En dehors même de l'exode rural, il y a ce que moi j'appelle l'exode international. Si vous allez dans des ambassades, beaucoup de Congolais cherchent des visas pour aller à l'étranger. Exode international. Exode international. Et il y a même quelqu'un que j'ai rencontré qui dit « Je préfère vendre ma parcelle dans ces pays et aller investir en Europe. » Je lui dis « ça m'a beaucoup thématiqué. Oh, cependant, nous avons un très bon pays. » Alors, qu'est-ce qui pose des problèmes? Nous nous sommes dit « Les problèmes, c'est la classe politique. » La classe politique congolaise. La classe politique congolaise. Pourquoi cette classe politique congolaise? L'ex-président de la République démocratique du Congo, je peux citer ce nom, Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, en devenant président de la République démocratique du Congo, il a travaillé avec les procès qu'on appelait les 1+4. Il a essayé un peu de stabiliser le pays à sa manière, jusqu'à tel point que nous sommes allés aux élections. En 2006, en 2011, jusqu'à tel point qu'il a fini son mandat en 2016. Mais en 2016, pendant que l'ex-président commence à faire son point de presse, c'est comme un bilan, c'est comme un testament de son mandat, il y a quelque chose qui attire notre esprit dans son bilan, dans son testament du fin mandat. Il dit ceci: si j'avais 15 personnes tout autour de moi, je pouvais changer l'homme congolais. Là, ça saute dans notre esprit. Comment Joseph Kabila, qui a travaillé avec autant de gouvernements, à son époque, il y avait 11 provinces. Dans chaque province, il y avait un gouverneur, il y avait un vice-gouverneur. Dans chaque province, il y avait même le maire de la ville. Alors, comment les représentants directs du chef de l'État n'arrivaient pas à être parmi les 15 personnes que le président Joseph Kabila cherchait pour changer l'homme congolais? Alors, nous nous sommes dit, la classe politique qui a travaillé avec l'ex-président Joseph Kabila Kabanga, si lui, cette classe politique n'a pas aidé le président, ex-président, de réussir son mandat, ça veut dire que cette classe politique n'aidera pas le président actuel, Fati, pour terminer son mandat très bien, parce que c'est une classe politique qui pose des problèmes. Pour cela, nous avons nommé notre mouvement, mouvement des bâtisseurs du Congo, pour chercher une autre classe politique qui peut aider, qui peut même déclencher les changements, les développements de la République démocratique du Congo. Parce que rien ne nous manque, mais c'est la politique qui pose des problèmes. Très bien. Votre introduction, elle est pertinente. Je crois que ceux qui le suivent, ils sont en train de le confirmer. Mais, Nalandi et Bandeliti Souka, j'ai suivi. Vous avez parlé, vous avez diagnostiqué sur depuis l'indépendance ou avant l'indépendance, l'époque coloniale et tout. Voilà, les Congo n'a pas décollé. D'abord, le Belge et les autres qui nous ont colonisés ont eu plus à exploiter les Congos, à construire chez eux. Et les routes qu'ils nous ont laissées, les petites routes qu'ils nous ont laissées, nous, quand nous avons eu les pouvoirs, nous n'avons pas capitalisé cela. On n'a pas eu à construire des routes qui peuvent être aussi durables, etc. Et dans tout ce que les autres ont fait, et ce que même nous-mêmes nous avons fait, c'est-à-dire il y a un souci majeur qui se pose. C'est pourquoi est né de vous votre organisation, votre structure que vous appelez les bâtisseurs de la République. Alors, vous avez parlé ici de M. Kabila. Il a dit qu'il n'avait pas plus de 15 bonnes personnes autour de sa personne. C'est pourquoi il a échoué dans le mandat. Donc Kabila a échoué puisqu'il y a 15 bonnes personnes. Alors, si Kabila n'a pas trouvé 15 bonnes personnes, Mouzé avait trouvé, est-ce que Mouzé avait-il trouvé? C'est pourquoi. Et après Mouzé, Mobutu avait-il aussi des 15 bonnes personnes ou peut-être pas, je ne sais pas moi. Et Kasavubu. Donc tous ces présidents qui sont passés n'avaient-ils pas, et tous, des personnes habilitées qui pouvaient leur servir ou au moins dans Makambo Tozoloba, vous avez fait appel à Kasavubu. Et tout ça. Alors, je dois nous faire réfléchir. Très bien. Et je dois aussi faire réfléchir ceux qui nous suivent. Très bien. Nous prenons les 32 ans de pouvoir de M. Mobutu. Analysons ces 32 ans. Quelles sont les réalisations? Stade des martyrs, inachevé. Maréchal. Stade des martyrs inachevé. Mais il a construit quand même des routes. Mobutu a fait quand même plus que les autres. La République démocratique du Congo n'a, pendant 32 ans de pouvoir, vous construisez qu'un seul stade. Inachevé. Inachevé. Qui chaque gouvernement qui passe, depuis Mouzé jusqu'à aujourd'hui, chaque gouvernement, les ministres doivent toujours réhabiliter
Cette stade des Martyrs. Donc, le stade que Mobutu a laissé. Qui est stade Mobutu a laissé, chaque ministère, allez-y vérifier les budgets. Très bien. Il y a toujours réhabilitation, réhabilitation, réhabilitation. Nous Et on allons dépose rester- de l'argent. On dépose l'argent. Très bien. Et nous allons toujours rester en réhabilitant ce que les autres, ce que Mobutu avait laissé. Donc, il sait qu'il n'a pas fini. Mobutu avait construit ces stades parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette majorité de la population qu'on a en République démocratique, précisément dans notre capitale. Faisons que si nous avons un match de football, est-ce que ce stade des Martyrs peut contenir beaucoup de personnes? Il y a une place, par exemple, de 80 000. 80 000 personnes. Est-ce que 80 000 personnes, quand Mobutu avait construit la population dans la ville province, il y avait combien de personnes? Ça veut dire que des 32 ans de pouvoir, les 4 ans ou soit les 3 ans que Mouzé a fait, les 18 ans que l'ex-président Joseph Kabila a fait, la classe politique qui entourait ces personnalités, Toutes ces personnalités-là. c'était une classe politique qui ne pouvait pas aider le président. Parce que, mon cher confrère journaliste, le président ne va pas partout. Le président a ses représentants. Très bien. C'est les représentants du président, c'est les gouverneurs. Ce sont les maires de la ville. Vous savez, chaque gouverneur qui passe, je vais vous faire rigoler, ils ont un système de laisser les villes sur maquette. Ah bon? Oui, oui. Donc, chaque gouverneur, au Balikaka, dans le Bombé la Lingala, Batikaka, il y a ville, il y a province, il y a maquette. Oui, on a une ville sur maquette. Très bien. Et une ville sur terrain, c'est quasiment inexistant. Très bien. Ils vont vous faire des routes, je peux vous dire des routes où quand le président vient, il va passer par là, mais il n'a pas la possibilité de descendre au fin fond de Ngiringir. Ils vont faire la route quand ils savent que non, le président va passer par boulevard Lumumba, ils vont faire tout. Imaginez Là, ils mettent que les peintures. chaque gouvernement qui passe, chaque pouvoir qui vient, on est en train toujours de faire toujours la même route Lumumba. 5 ans, la route, c'est lui qui vient, réhabilitation de la route Lumumba. Quand est-ce qu'on va travailler des routes secondaires? Ça veut dire que nous avons des personnes qui entourent le président qui ne donnent pas les bonnes idées qui peuvent permettre de construire des choses qui peuvent durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas des initiatives, ils n'ont pas une politique de projection, une politique anticipative. Ils sont simplement en train d'appliquer la même logique que ceux qui nous ont précédés. C'est ça, dans le sens que, imaginez que si moi aujourd'hui, Patrice Tshisekedi, je suis gouverneur, je suppose, je suis gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et je me concentre pour dire que non, je vais faire les routes qui ont une durée de vie de 50 ans. Très bien. Une durée de vie de 50 ans. Et si je prends les ingénieurs qui doivent construire cette route avec une durée de vie de 50 ans, si la route commence à se détériorer avant 50 ans, je vais vous porter plainte. Vous me faites des documents. On signe et je vous paye l'argent, vous me construisez les routes. Vous pensez que si les jours où vous deviendrez gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vous allez recommencer les routes que moi j'avais faites? Vous aurez la possibilité de construire d'autres routes. Comme dans certains pays. Comme dans certains pays. C'est comme ça que les pays... Réhabilitation. C'est ça. Pas de routes secondaires. Pas de routes secondaires. Aucune initiative. Aucune initiative. Très bien. C'est pourquoi nous, en tant que bâtisseurs, nous sommes jeunes bâtisseurs. Pourquoi j'ai dit ici? Les mouvements des bâtisseurs, nous devons... Je n'ai pas autre chose que je peux léguer à mes enfants. Si ce n'est que la République démocratique du Congo. Je promets à mes enfants, chaque jour quand je chante l'hymne national, je dis, je vais sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Je vais vous léguer un beau pays plus beau qu'avant. Si nous prenons les Congos d'avant la période coloniale et les Congos que nous avons aujourd'hui, est-ce que cette classe politique, nos descendants, nos politiciens ici, nous ont légué un Congo plus beau qu'avant? Est-ce qu'ils nous ont légué un Congo plus beau qu'avant? Mais Kabila a fait les 5 chantiers ici, révolution de la modernité. Kabila Il nous a parlé de construction des routes et tout ce qu'il aurait fait dans certaines des provinces. Kabila, je vais vous dire quelque chose. Si Kabila a réalisé quelque chose, c'est là où ses yeux pouvaient se limiter. C'est où c'est? Peut-être là où lui-même peut passer, il va que la route pour Lumumba est asphaltée, j'ai financé, oui, là il pouvait voir. Là où il pouvait voir, c'est là où il a réussi. Mais là où il ne pouvait pas voir, là où il a investi l'argent, qu'il demande les résultats. Nous avons des situations de Bukangalonzo ici. Il avait investi. Je connais la situation au Katanga, des locomotives qu'on a déposées à notre époque. Où sont ces locomotives? À l'époque, Katumbi, et gouverneur. Où sont ces locomotives? On posait la question à Katumbi puisqu'il a géré. Et les premiers ministres qui étaient là. Oui.
Alors vous allez voir que si quelqu'un a échoué en tant que maire de la ville, si quelqu'un a échoué en tant que gouverneur, si quelqu'un n'est pas été trouvé parmi les 15 bonnes personnes que Kabila a cherchées à son époque, vous pensez que la personne qui a fait échouer Kabila son mandat, s'il devient président de la République, il fera quoi? S'il deviendra mon conseil, il fera quoi? Là, c'est dans Matata, puisque Matata est candidat président. Mais Et il dit qu'il incarne le leadership. Et il sait mieux faire les choses. Hein, et donc, peut-être que Kabila, pour lui, Kabila a échoué, mais pas lui. Matata est candidat président. bon, s'il est Il candidat, s'avérait qu'il est la bonne personne. s'il est candidat président de la République, Ouais. s'il est la bonne personne, nous les bâtisseurs, nous allons lui poser des questions. Les questions sont trop simples. Quand vous avez fait votre mandat, dites-nous un bilan que vous avez fait. Je donne juste l'exemple, trop simple. Dans 11 provinces de la ville qui constituaient à l'époque la RDC. République démocratique du Congo, citez-moi des écoles publiques que l'État et son gouvernement ont construites. Je ne dis pas réhabilité. Mais on dit Matata aurait construit 700 et quelques écoles. 700 écoles où? Dans quelle avenue? Dans quel quartier? Babi Musaba, Citons des provinces, non? il est Des venu villes. ouais. Des villes ici à Kinshasa, en commençant par ici, ville-province de Kinshasa. 10 écoles construites Par Matata. par ces gouvernements en question. Je vais passer les noms parce qu'ils sont là, et chacun dit qu'il a travaillé. Je vais vous scandaliser. Je suivais un gouverneur d'une province et il dit ceci, que j'ai construit 250 écoles. 250 écoles. Et les journalistes lui ont posé la question, ok, tu peux me citer. Si moi j'ai construit 250 écoles, mais quand on me dit de citer, je ne suis pas en mesure de citer 10. Je commence à t'attendre. Mes œuvres à moi, construire 250 écoles dans une province où j'ai dirigé pendant 7 ans, 8 ans en tant que gouverneur, mais je n'arrive pas à réaliser 10 sur les 250, à citer 10. Ça veut dire que c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Mais il n'y a pas de mécanisme de suivi quand les autorités disent par exemple que notre Tongi, autant. Il n'y a pas de gens qui peuvent suivre pour Rolandé là pour voir c'est où, dans quelle avenue, quel quartier. Rien ne s'est fait dans ce sens-là. Vous savez, à l'époque, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu aider le président, l'ex-président Kabila. Kabila. Parce que s'ils pouvaient l'aider, je salue quand même la présence du gouvernement des FAT avec quand même ces décisions, avec l'homme que moi j'estime. L'homme que moi j'estime, l'homme du moment, l'homme de l'IGF. Alinguet, je. Alinguet. Pour voir Alinguet, tu es vraiment un homme. Je dis l'homme du moment. L'homme spécial. Parce que si nous avons 5 personnes comme Gilles Alinguet Dans ces pays. dans ces pays, Le Congo. les Congo changent. Parce qu'on sait qu'au moins tel a détourné, tel n'a pas détourné. Tel voulait détourner, mais l'IGF a saisi. Ouais. Vous voyez. Avec ces méthodes de l'audit concomitant, Concomitant a posteriori. Et... Alors, de tels genre de personnes. Mais c'est pendant qu'à l'époque, les gens étouffaient. Ils ne voulaient pas qu'on les contrôle. Ils ne voulaient pas qu'on les fasse. Si aujourd'hui on dit, ok, qu'on commence les audits dans chaque province. Dans chaque province, qu'on commence. Vous savez, mais chez les journalistes, je vous dis les choses que... Parfois, si vous allez comparer juste la République démocratique du Congo avec les Congos d'en face ici, vous allez pleurer. Ils sont mieux que nous. Vous allez pleurer. Allez juste prendre l'aéroport de Pointe-Noire. Mais c'est pas comparable à... Avec notre aéroport d'Indi. Ah, c'est une toilette. C'est une poubelle. Prenons juste. Vous pensez que... Mais c'est ça que Kabila, comme Kabila avait trouvé ça. Kabila a trouvé. Il a quand même réhabilité. Il a réhabilité. Il a réhabilité la place vol international. Est-ce que nous sommes avec les choses Notre que nous... tour de contrôle. Vous savez, mes journalistes, les choses que nous avons dans ces pays, nous allons commencer à réhabiliter des choses. Nous, avec les possibilités que nous avons. Dernièrement, j'étais dans une province, je ne les cite pas, mais on me dit que non, on a réhabilité telle situation. Quand j'ai regardé, nous sommes en mesure de construire des hôpitaux ou nous sommes en mesure de commencer à réhabiliter des hôpitaux dans ces pays. Après, on acclame. C'est pourquoi j'ai dit, nous, avec les bâtisseurs, les problèmes, c'est la classe politique. Donc, il faut. Pour vous, si on comprend bien, un renouvellement de la classe politique. C'est ça. Si on renouvelle la classe politique, tout en commençant à les apprendre l'éthique et la conscience. Très bien. Parce que nous n'avons que ces pays. Hier, j'étais enfant, vous m'avez élevé,
Aujourd'hui, vous êtes nos parents, mais la question que je vous pose, vous n'avez que ces pays. Mais si vous n'acceptez pas de construire ces beaux pays que nous avons, vous pensez que nous tous, nous serons les Européens? Nous serons les Américains? Personne d'autre ne construira ces pays, ne va pas construire ces pays, ce n'est que nous-mêmes. C'est nous que nous-mêmes. C'est pourquoi j'appelle aux personnes de bonne foi qui peuvent arriver de prendre la conscience pour dire que si nous avons échoué pendant 62 ans, aujourd'hui, il est temps de rebâtir la République démocratique du Congo. Parce que nous avons tout. Nous avons les jeunes gens très intelligents, nous avons les jeunes dames très intelligentes, alors des bonnes personnes, des professeurs d'université qui nous pouvons mettre notre idées et construire la République démocratique. Très bien. Mais ceux qui ont travaillé avec Kabila, Kabila, ils disent que Kabila était le pacificateur, Kabila a réunifié ces pays, Kabila est le modèle même de la démocratie d'un État de droit. Kabila, la liberté de l'expression sous son mandat était impeccable. Kabila n'arrêtait pas les gens quand on les critiquait. Kabila il avait des mains propres. Kabila nous a laissé une économie très bonne, selon certaines personnes. Taux d'échange était maîtrisé. Il n'y avait pas de l'inflation. Les gens mangeaient 3 fois par jour. Il a laissé un pays qui existe, selon certaines personnes. C'est vrai que M. Kabila a dit qu'il n'avait pas plus de 15 bonnes personnes autour de sa personne. Mais lui seul, Kabila, a réussi à réaliser ce que je suis en train d'évoquer ici. Alors, en vous écoutant, c'est comme si Kabila a laissé ses pays par terre. Alors que ses acolytes vous disent partout, je cite quelques-uns, les Nikofal et les autres, on va les regarder à la télévision, ils disent que le Félix Tshisekedi est un jouisseur, est un incompétent, de l'amateurisme au sommet de l'État, un stagiaire. Même Kaboud l'a traité d'être stagiaire et puis Kaboud a été avec lui. Alors, quand vous demandez à ce que nous ayons une nouvelle classe politique, nous allons avoir cette classe politique avec qui? Avec ceux qui sont avec Félix Tshisekedi, ou Tshisekedi va créer une nouvelle classe politique, alors que les Kabilistes disent que lui a échoué et qu'eux ont fait mieux. Ou carrément, il faudrait que, tout comme en 2023, que nous-mêmes, que la nouvelle génération, les jeunes, s'imposent pour créer une nouvelle classe politique. Certainement. En franche vérité, si vous avez échoué, si vous avez travaillé pendant 40 ans, si vous avez travaillé pendant 30 ans, si vous avez travaillé pendant 20 ans, il est temps d'aller à la retraite. Parce que vous avez échoué. Dans quel sens? Maintenant, nous, en tant que les bâtisseurs de la République démocratique du Congo, l'unique chance qui nous est donnée pour se donner une autre classe politique, ce sont les élections. Très bien. Dans quel sens? Je disais à une personne, je rentre un peu derrière. Peut-être si les gens traitent de Félix Tshisekedi patin et tout consort, Jusseur, marionnette. Je vais vous dire ceci, messieurs les journalistes. C'est nous qui avons induit Monsieur le Président en erreur. Nous, les peuples. C'est nous qui avons induit Félix Tshisekedi en erreur. Oui, oui. Mais vous, vous appelez Patrice Tshisekedi. Pour certains, c'est comme si vous êtes son cousin, je ne sais pas moi qui, Patrice Tshisekedi, mais qui dit que vous avez conduit, nous avons conduit le parti en erreur. Nous, les peuples. Très bien. Pourquoi? Parce que je me rappelle lors des élections en 2018, je disais à une personne que moi, je vais voter pour lui. Je ne suis pas dans son parti. Il n'est pas de ma famille. C'est le nom que mon père m'a donné, le nom que ma mère m'a donné. Je n'ai pas de lien familial. Avec Tshisekedi. Avec Tshisekedi, l'unique lien que je suis avec lui, il est congolais. Comme je suis congolais. Vous êtes congolais des pères et des mères. Je suis congolais des pères et des mères. Ah, et lui aussi, il est congolais des pères et des mères. Ah, vous n'êtes pas congolais, mais vous êtes congolais des pères et des mères. Je suis congolais des pères et des mères. Et Katumbi, il est congolais des... Bon, là, je ne sais pas. Là, okay. Mais Kabila était congolais des pères et des mères. Là, je ne sais pas, qu'on passe au recensement et les recensements vont déterminer qui est congolais des pères et des mères. Très bien. Dans le sens où je dis que c'est nous. Ouais. Parce que j'ai dit à la personne, si vous avez besoin que le président qu'on va voter, qu'il dirige très bien, donnons-lui une majorité. Oui. Mais l'erreur que nous avons commise, c'était de voter. Nous, les peuples, nous avons voté les gens selon nos liens tribaux. Alors, quelqu'un qui est de telle audience politique, qui ne partage pas. J'aime le président Fati, mais comme l'autre, il est dans l'autre camp, mais il est de ma tribu, je lui donne les voix. C'est ce qui s'est passé. Très bien. On a voté les députés,
on a voté des députés provinciaux et nationaux par rapport à nos obédiences tribales. Très bien. Alors, c'est ce qui impose des problèmes. Nos acquaintances, des familles, dans des fondations, connaissances et tout qu'on sort. Évidemment. Alors, quand le président va accéder à la magistrature, au lieu de commencer à travailler pour redorer la République démocratique du Congo, les mêmes personnes que nous avons votées, ils commencent à devenir un problème. Vous l'avez constaté, et on a fait ceci dans telle province, les gouverneurs, on a fait ceci, à l'Assemblée nationale, il y a ceci. Le président a pris 2 ans. L'instabilité politique. Évidemment. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Le président a commencé à travailler. Il a l'instabilité politique, il a l'instabilité de la guerre à l'Est. Alors, il doit se concentrer pour comment travailler sur l'instabilité de la classe politique, qui les tourmentait à tout moment, pour stabiliser, pour avoir la majorité. Or, c'est pendant que nous, les peuples, on avait la possibilité de lui donner la majorité afin de lui garantir sa gestion des pouvoirs. Mais on n'a pas fait ça. Alors, lui a pris 2 ans, il a perdu 2 ans pour commencer à conseiller les gens, appeler les personnes à la conscience pour lui permettre de travailler. Il a perdu 2 ans. Et aussi avec la guerre de l'Est, maintenant, c'est maintenant qu'il commence maintenant quand même à travailler parce que... 1 année et demie. 1 année et demie. Alors dis-moi, pendant 1 année et demie, il va faire quoi? C'est pourquoi je suis en train de travailler. C'est pourquoi on le traite d'un incompétent. Non, il n'est pas incompétent. S'il était un incompétent, pourquoi ils n'ont pas pu aller déboulonner et lui, c'est les a déboulonnés? Il n'a jamais été incompétent. Vous savez, messieurs les journalistes, je vous dis en franche vérité, il n'y a pas un bon président, un président qui a de l'amour, un président qui a de la compassion, comme le président Tshisekedi. Oh, mais Kabila a aussi la compassion. Si lui était, on a dit ça, il avait la compassion. Si lui était incompétent, si le président Fathi était incompétent, l'Union africaine ne pouvait pas accepter de diriger l'Union africaine. Ah, donc si Kabila n'a pas été... C'est Kabila qui est incompétent. Si Fathi était incompétent, la SADC ne pouvait pas lui attribuer les mandats. Il y a des choses sur lesquelles, quand vous regardez la manière de gérer la personne, vous-même vous pouvez vous taire pour vous dire que non, on a quand même une personne qui nous a remis au niveau de la classe internationale, même au niveau continental, on nous a quand même donné la valeur. Plusieurs nations viennent vers nous pour nous considérer quand même. Alors le problème c'est quoi? Le président, la tête n'a pas de problème. Donc Fathi lui-même n'a pas de problème. Fathi lui-même, le président tel qu'il est là. Institution président. Institution président de la République n'a pas de problème. Mais les problèmes, c'est son entourage. La classe politique. Non, l'entourage, si vous parlez de l'entourage, vous allez attaquer les conseillers. Parfois, les conseillers n'ont pas de problème. Parce que ce n'est pas des conseillers qui gèrent des ministères. Ce n'est pas des conseillers qui sont à l'Assemblée nationale. Les conseillers, on voit certains conseillers qui sont devenus trop influents que les ministres qui s'imposent, qui disent n'importe quoi. Les conseillers sont influents, mais il y a l'Assemblée nationale. Il y a les assemblées provinciaux. C'est-à-dire, vous allez voir que le président est accompagné par les assemblées nationales, les assemblées provinciaux et l'assemblée nationale. Et aussi, il y a maintenant la présence des ministères. Vous allez voir qu'un ministre, quand il fait son projet et tout qu'on sort, il va soumettre ça à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va faire contre sort. Mais dis-moi, quel est le travail de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui peuvent nous prouver que, certainement, nos aînés dans la politique, ils ont fait quelque chose? Ce sont eux qui sont des incompétents. Ce sont eux. Nos députés sont des incompétents. Oui, ce sont eux. Nos ministres sont des incompétents. Pas tous les ministres. Quelques-uns. Quelques-uns. Vous pouvez quand même citer. En tout cas, je m'abstiens. Il y aura, messieurs, dames, d'ici Père Emmanuel Zarosalima. Je vous informe. Je ne dirais pas qu'on est dans les secrets des anges, mais on cherche peut-être il y a un couloir. Il y aura remaniement. Alors, sur base de ce que vous avez évoqué ici, on parle de certains qui sont incompétents. Vous avez dit Fathi exceptionnel. En 1 année et demie, il a réalisé des exploits. En 2 ans, il s'est imposé, puisque avec tout ce que nous avons vécu, belle prestation de votre part. Alors, le gouvernement des Warriors, on a vu ce qu'ils ont produit. Certains ont fait, certains ont échoué. Il reste pratiquement, disons, 1 année au président Tshisekedi pour que nous partions aux élections. En 1 année, ici, il y aura remaniement. Avant 1 année, en fait. Avant 2 semaines, il y aura remaniement. Alors, pendant ces périodes, que doit faire le président Félix Tshisekedi pendant ces périodes? Doit-il renouveler la classe politique en entièreté?
ou le président doit compter sur la bonne foi de certains, puisqu'il s'avérait que certains ont de la bonne foi. Ça, certainement. Est-ce qu'il doit compter sur la bonne foi? Ou le président doit seulement attendre que revenu n'aille Souki en 2023, en fait, l'élection en 2023, et qu'il commence avec de nouvelles personnes? Parce qu'il y a un remaniement d'ici peu. Hein. Il y a un remaniement d'ici peu. Je salue en passant quand même mon autorité morale. Allez-y, vous Maître le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. Okay. C'est un homme bon, un homme compétent. Dans la manière lui n'est pas incompétent. Un homme compétent. Je dirais pourquoi il est. Mais chez le ministre Didier Boudimbu, il est incompétent. Il est compétent pourquoi? Quand il a été nommé au ministère des Hydrocarbures, il a pris tout son temps à étudier, à préparer la bonne nourriture qu'il doit maintenant présenter. Il n'est pas amateur dans ce qu'il a fait. Mais il nous a dit qu'il a pris des hydrocarbures en 2 semaines. Il a pris ça en 2 semaines, mais vous regardez le travail. Il y a des choses que vous et moi, qu'on ne connaissait même pas. Il a étudié, il a eu des bons conseillers, il a fait quand même un bon travail depuis qu'il était le vice-ministre à l'EPSP. Personne ne l'a salué. Maintenant, il est aux hydrocarbures. Vous voyez quand même les travaux qu'il est en train de faire. Quand même, pour lui, en tout cas, un coup de chapeau. Si on me demandera aujourd'hui, il faut lui reconduire. Oui, j'ai dit, monsieur le président, il faut le reconduire. Mais je doute. Vous avez cité lui, mais vous, c'était ceux qui ont échoué. Il y a quelque chose que j'ai doute. C'était aussi ceux qui ont échoué. Oui, vous êtes ici, il faut citer ceux qui ont échoué. Oui, bon. Moi, je peux citer celui qui a échoué. Moi, je ne crains pas. Il y a le transport a échoué. Je l'ai dit, toujours, il a échoué. De l'environnement, il a échoué. Celui du tourisme, il a échoué. Pêche et élevage, ici, il a échoué. Bon. Ils sont nombreux, ils ont échoué. Il faut quand même nous disions la vérité. Toi, ça présente la vérité, bah échoué, c'est une vérité. Certainement, il faut que ce soit la vérité, mais dire on n'a pas insulté, hein. Il n'y a pas de diffamation. Si je dis à quelqu'un tu as échoué, je n'ai pas diffamé. Moindo, comment il s'appelle encore? Celui de l'enseignement professionnel. Enseignement universitaire. Écoute, ça c'est n'importe quoi. Bon, il y a des personnes, il faut les comprendre. C'est n'importe quoi, il faut vraiment dire il a échoué. Bon, il y a des personnes, il faut les comprendre, mais moi, égale ma réflexion, mes chers journalistes. Très bien. Quand on va renouveler les gouvernements, il y aura les budgets qu'il faut encore réaffecter. Il y aura les frais de fonctionnement qu'il faut donner. Il y a les dotations qu'il faut donner. Voici là où il y a mon problème. À chaque fois qu'on change les ministères, chaque ministre qui viendra avec son cabinet. Il va limoger les autres. Il va limoger les autres. Les secrétariats généraux seront touchés. Oui. Vous allez voir qu'on continue toujours à vivre toujours l'instabilité. Très bien. Mon souci est qu'il faut faire asseoir les institutions. Parce qu'à chaque fois qu'on renouvelle, c'est pourquoi je demanderai à mon président de la République démocratique du Congo, monsieur le président, s'il faut changer, il faut que Dieu vous aide. Il faut que les conseils vous aident de choisir des bonnes personnes qui vont vous permettre de ne pas encore changer le gouvernement. Pour que, un gouvernement stable. Un gouvernement qui sera stable, qui doit vous accompagner jusqu'à la fin des mandats, des mois qui vous restent pour gouverner la République démocratique du Congo, afin de vous donner encore la chance de vous octroyer encore un autre mandat en 2023. Parce que je suis en train de travailler sur quelque chose. Hein. Je suis en train de travailler sur quelque chose avec ma secrétaire générale sur le renouvellement des mandats. Le Congo tel qu'il est, on ne peut pas copier ce de la France pour amener ça au Congo. Et nous, vous avez proposé combien? En tout cas, 10 ans, 20 ans? Moi, ça c'est ma logique. Ma façon de le faire. Ouais, il faut que le Congo est en pleine reconstitution. Il faut donner un mandat nécessaire. Parce que, voici la question que je me pose. Entre le président de la République et les chefs de quartier, qui est le visionnaire? C'est le président de la République, non? Évidemment, c'est le président. Mais le chef de quartier a un mandat long plus que le président de la République. Depuis qu'il est chef de quartier, depuis l'époque de Mobutu, on ne les bouge pas. Alors, moi, je préfère ceci. Si ça m'engage que moi, Patrice Tshisekedi, ça m'engage que moi, et je suis en train de travailler sur ça, les mandats de la République démocratique du Congo pour un président dans ce pays qui a, si vous prenez 5 ans, multiplié par 365 jours, vous avez autant de jours. Et vous prenez ces nombres de jours divisé par 26 provinces. Et vous donnez le nombre de jours à chaque province pour reconstruire ce pays.
5 ans CP pour un président de la République. Vous proposez combien? Alors, soyez bref. moi, je précis. propose ceci, et c'est ce que nous sommes en train d'écrire. Le président de la République qui sera élu Il doit faire 50 ans. doit faire 15 ans de premier mandat. 15 ans. Et le second Vous mandat... cherchez les problèmes. Hein? Je sais pas. Il a 15 ans et puis il a un second mandat. Le second mandat est de 7 ans. Pourquoi? Je m'explique. Les 15 ans doivent lui permettre. Parce que s'il y aura des élections en 2023, avec ma proposition, je préfère qu'on n'ait pas d'abord les élections présidentielles. Ouais. Je préfère qu'on commence par les élections municipales. Qu'on puisse d'abord élire les chefs d'avenir, les chefs de localité, les bourgmestres. Le président doit faire 22 ans dans ce pays. Je vais vous dire en franche vérité. Pourquoi? Parce que le développement, la transformation de la République démocratique que nous sommes en train d'attendre ne sera pas d'abord au sommet. Tout commencera si nous avons un chef d'avenir qualifié. Ouais, mais le président a initié un programme ici de 145 territoires. 145 territoires. Ouais. Mais ça, de la base au sommet. De la base au sommet. Maintenant, il faut commencer d'abord par élire un chef d'avenir, un chef de localité. Parce que s'il y a des suivis dans des avenirs, on n'aura pas des avenirs poubelles. S'il y aura des suivis dans des localités, on n'aura pas de localités poubelles. S'il y aura des suivis dans des quartiers, on n'aura pas de quartiers poubelles. Et vous allez voir qu'après 6 mois, il y a ce que nous pouvons appeler les assemblées généraux des localités, des quartiers, qui doivent maintenant faire les rapports. On n'aura même pas de banditisme. Parce que s'il y aura des coulounes dans chaque localité, on va sur les chefs d'avenir. Comment toi, il y a des coulounes dans votre ville, je n'ai pas fait les rapports? Mais les gens vont dire que Patrice Tshisekedi a été envoyé ici pour demander à ce que le mandat de Fachi soit de 22 ans. Non, non. Là, puisque les gens vont vous dire que vous êtes des dictateurs. On n'est pas des dictateurs. 22 ans au pouvoir. Souci d'engagement, ça te permettre de construire un boca. Kabila a quand même 18 ans, Bilbo qui a 22 ans. Non, te construire un boca. Le problème, c'est pas... Écoutez, le maire de la ville qui a fait plus ou moins 12 ans, le maire de la ville qui a fait plus ou moins 6 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans cette ville? Depuis, monsieur le journaliste, posez-nous une question. Regardez nos bureaux communaux dans toute la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est changé dans ces bureaux communaux? N'est-ce pas, il n'y a pas de taxes? N'est-ce pas, il y a des attestations de naissance qu'on paie chaque jour? Des mariages qu'ils ont. Des mariages qu'on a chaque jour. Où est-ce que cet argent est affecté où? Les dés. Pour enterrer, il faut avoir l'attestation d'acte de décès. Ouais. On enterre où? Mais où est-ce que cet argent va partir? Je vais vous scandaliser. Dans cette ville ici, chaque motard qui sillonne dans cette ville, il paie plus ou moins 500 francs par jour pour la quittance. N'est-ce pas, non? Prenons au minimum 5000 motos. 5000 motos fois 500. Chaque jour. Chaque jour. Fois 6 mois. Gouverneur Aliaka. Gouverneur Aliaka. Est-ce que ces motards sont sécurisés? Montre-moi une structure là où il y a des motards, où on voit que non, ces motards, on va les sécuriser à chaque fois. Dis-moi. 500 francs par jour, c'est beaucoup, fois 5000. Vous savez qu'en dehors de nos minéraux, on met des minéraux de côté, mais on a l'argent. Il y a un enfant qui m'a appelé des Canadiens, il vous dit, les taxes seulement au Canada fait vivre les pays. Les taxes. L'Allemagne vit de ça. Il y a aussi la Belgique qui vit des taxes et des impôts. Il y a certains pays qui, pour les minéraux, ils n'en parlent même pas. C'est les redevances, les taxes. Oui. Donc ça, c'est quoi? Si la tête est bien assise, il y a possibilité de reconstruire les restes. Très bien. Merci beaucoup, M. Patrice Tshisekedi. J'étais très honoré de vous recevoir. Merci beaucoup. Sur ces plateaux, on a développé des thématiques importantes. Je crois que c'est vrai, on parle politique, on parle de tout ce que nous pouvons parler, mais il y a aussi des thématiques tellement importantes qu'il faut tout développer à Rango pour comprendre Rango. Le Congo avancera, moi j'ai toujours dit, par une synergie de force, de l'intelligence, qui fera en sorte que Marambo est Tambola. Ce n'est pas parce que vous êtes seul, vous vous dites que je ferai ceci. Non. J'ai toujours dit, un intellectuel n'est pas simplement la personne qui critique en mal ou en bien, mais c'est aussi la personne, après avoir critiqué, il propose. Ailleurs, on le voit. Chez nous, quand on dit asalité, ce que vous dites, akende. Et j'ai toujours appelé ça une politique de la chaise vide ou une politique de haute toi que je me mette. Ensemble, nous pouvons construire ces pays. Monsieur Patrice Tshisekedi, nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot par rapport à cette interview? Les derniers mots, je demanderai à nos compatriotes congolais pour leur dire que le mouvement des bâtisseurs est là, dans votre porte, dans votre maison.
Nous avons 3 emblèmes. Nous avons la truelle, nous avons les niveaux, nous avons l'échelle. Très bien. Alors, on se demande, ensemble, dans l'action du travail, dans la détermination, on bâtira ces Congos. Les Congos nous appartiennent, nous tous. Les Congos n'est pas une situation de famille, mais les Congos nous appartiennent, nous tous. Si nous avons la volonté de rebâtir ces pays, c'est demain que nous pouvons prendre la bonne décision. La bonne décision est de choisir les hommes conscients, des femmes conscientes qui doivent redorer la République démocratique du Congo parce que les Congos nous appartiennent. Les Congos t'appartiennent aussi. L'audit est un concept général qui renvoie à toute évaluation indépendante des opérations et du fonctionnement du contrôle interne d'une organisation, notamment une entreprise, afin d'avoir l'assurance raisonnable du respect des politiques, des procédures et des normes qui régissent une activité avec la vérification, l'efficacité de l'allocation des ressources rares par nature, en vue de l'atteinte des objectifs. L'audit classique est pluridisciplinaire car il concerne toutes les fonctions de l'entreprise et pas seulement la fonction financière qu'il serait dangereux de réduire à la seule trésorerie. Il peut concerner l'organisation, les opérations, l'administration, les finances, la stratégie ou les approvisionnements, etc., etc. L'audit du portefeuille sur les entreprises publiques est un audit externe qui s'inscrit dans cette logique classique pluridisciplinaire et aboutit à la production d'un rapport critique après observation du principe du contradictoire, rapport mettant en évidence les dysfonctionnements relevés, les négligences coupables ou même les fraudes, dans le but de les corriger et pourquoi pas les sanctionner afin d'envisager le redressement de ces entreprises publiques. Les avantages de l'audit classique sont nombreux, parmi lesquels un diagnostic global ou restreint de l'entreprise, une évaluation indépendante des compétences de gestion au sein de l'entreprise, à tous les niveaux, la mise en place de mesures correctives, y compris les sanctions, une évaluation objective des mandataires publics. Les recommandations formulées à l'issue de l'audit constituent la valeur ajoutée attendue de tout auditeur en conclusion de sa mission d'audit, bien sûr, auprès d'une entreprise, ce qui est loin de ces sanctions pénales. Ce que dit la loi, plutôt l'ordonnance de 1987, créant l'IGF tel que modifié et complété en 2020, sur la présence de l'IGF dans les entreprises du portefeuille, c'est l'encadrement permanent dont elles peuvent faire l'objet, étant donné qu'elles rentrent dans le champ de sa compétence au titre d'actifs publics matérialisés par une participation financière de l'État. Cette présence quotidienne de l'IGF dans les entreprises publiques semble ainsi juridiquement justifiée, mais ne constitue pas moins une gêne pour le fonctionnement courant de l'entreprise, tout en constituant un obstacle à l'exercice de leurs attributions pour les autres organes de contrôle de l'État sur les entreprises publiques comme le CSP. Ce que l'IGF gagne dans les entreprises, c'est notamment sa popularité, mais aussi les gains financiers comme aviseur lors des nombreux redressements fiscaux auxquels elle se livre légalement à charge des entreprises. Des taux de 50% des droits et taxes éludés sont annoncés. L'audit classique est limité dans le temps, notamment en fonction de son caractère spécifique, limité à quelques domaines précis ou global. En moyenne, il faut compter entre 30 et 45 jours,
selon les termes de référence. Le fait de juger de l'opportunité des décisions ou de dépenses à faire, l'IGF joue le rôle d'un organe de tutelle non prévu par le statut ni par la loi. La présence de l'IGF remet en cause toute la politique de réforme initiée par le gouvernement en donnant plus de responsabilités aux mandataires. Le problème ne s'arrête pas au niveau d'encadrement, mais de la sanction et de la récupération des sommes éventuellement détournées. Aucune personne sanctionnée sur base du rapport de l'IGF n'a été condamnée ni retourné les fonds supposés détournés. Que gagne l'IGF dans les entreprises, chers compatriotes? À l'heure des charges, il convient de relever que les entreprises ne le payent pas. L'IGF d'ailleurs n'en a pas besoin au regard de gains qu'elle lui retire du fait de sa présence. Elle cherche à travers les documents les fraudes aux taxes et autres impôts car elle apparaîtra comme avisère. Il semble qu'elle aurait gagné 5 millions de dollars américains à la Gécamine dans une telle opération. Fantastique. Elle a obtenu un paiement par AFEC, partenaire de l'État, dans sa CIM. Un paiement de 12 millions de dollars américains. Des pas de porte au moment où l'État faisait l'évaluation de l'accord et envisageait même le paiement du solde de pas de porte. L'IGF a sauté dessus et a obtenu le paiement pour obtenir en retour une prime d'aviseur. Vos enquêtes, bien sûr, vous permettront aussi, chers compatriotes, de savoir combien l'État lui a rétrocédé. Ah oui. La présence de l'IGF, outre ses rôles de contrôle, fait son propre lit. Chers compatriotes, découvrez ensemble avec moi. Il faudra qu'elle soit contrôlée aussi pour savoir ce qu'elle fait, d'autant avec toutes ses ressources. C'est très important. L'IGF peut financer même certaines structures de l'État avec ce qu'elle gagne. Il suffit de lire l'article 12 de l'ordonnance du 24 septembre 2020 pour s'en convaincre que c'est une institution qui amasse beaucoup d'argent. Si l'État veut être sérieux, il doit mettre des mandataires qui soient capables d'être motivés pour rentabiliser nos entreprises. Selon le principe de bonne gouvernance, les mandataires sont appréciés sur base de leurs résultats et non des injonctions politiques, ni des attitudes à les infantiliser. L'attitude de l'IGF remet en cause même la vision du chef de l'État, car c'est lui qui nomme le mandataire. On doit prévoir des sanctions positives et négatives. En faisant cet encadrement éternel, ça devient contre-productif et les entreprises restent dans la léthargie et ne pourront pas chercher à être rentables car la décision se prend ailleurs sur base des caprices de l'IGF qui est même interdite de s'immiscer dans la gestion des entreprises contrôlées. Article 2, alinéa dernier du texte de 2020. La raison principale de sa présence éternelle, c'est plus lié à son intérêt de récupérer les recettes pour elle. Même la DGI se plaint, car l'IGF fait le contrôle au second degré et le redressement alors que ces contrôles étaient effectués par la DGI. Il faudra faire attention à ce que cette recherche effrénée des gains par l'IGF ne gêne pas à la longue la maximisation des recettes, car l'IGF aura cherché à maximiser les siennes d'abord.
Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamusala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail.